Salut tout le monde. Première vidéo de cette série de vidéos qui consiste à traiter quelques exemples d'euros de maths. On va pas balayer beaucoup de choses, mais le but c'est de voir des choses intéressantes qui peuvent être pertinentes. Sinon, pour le reste, pour vraiment balayer plus en détail, c'est avec vos profs. Et j'essaie de vous donner des conseils qui peuvent être utiles, que j'entends de la part de mes profs ou d'autres qui ont déjà préparé des oraux. Sinon, là, il y a des exos qui font. Je vais faire deux exos plutôt classiques qui ont des raisonnements qui sont classiques, importants, qui sont pas évidents mais qui sont importants à connaître et enfin à maîtriser. Et ensuite, un exo ENS plus compliqué. Évidemment, l'exo est compliqué. Il y a même une question ouverte à la fin. Enfin, c'est une question que j'ai pas réussi. Du coup, je vous la donnerai. Et si vous avez des propositions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Évidemment, c'est un oral, c'est pas un écrit, donc on peut buter sur des questions. L'intérêt, c'est de montrer à l'examinateur qu'on a des connaissances, qu'on a des réflexes, et que même si on bute sur la difficulté, parce qu'il y a vraiment des exercices qui sont difficiles, qu'on se débrouille pour proposer des solutions. Je vais peut-être éteindre la lumière. Ouais, ça passe comme ça. Donc, on va commencer par un exo plutôt de niveau normal. Voilà, alors voici l'énoncé. On a E un espace réel, muni d'une norme. B, sa boule d'unité ouverte. Donc, c'est l'ensemble des vecteurs X de norme pour X strictement plus petite que 1. Et on va montrer que E est est homéomorphe à cette boule. Pour ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle, c'est pas vraiment un rappel. Et si vous avez ce terme à l'oral, vous êtes en droit de le demander parce que c'est pas au programme. Homéomorphe, ça veut dire 3 points à vérifier. Continue, bijective, réciproque continue. Alors, un petit rappel de sup. Lorsqu'on a une fonction définie sur un intervalle réel à valeur réelle, ou même à valeur complexe, ça marche aussi, et qu'elle est continue et bijective sur un intervalle, alors sa réciproque est continue. Théorème de la bijection, il y a plusieurs noms. Donc voilà, juste pour l'exercice. Donc en gros, l'idée qui est importante, c'est que on a la boule de notre espace, on a le grand espace E, la boule, et on va les mettre en bijection continue, de réciproque continue. En gros, on veut une application qui ramène continuellement la boule à E, et inversement. Donc, une première idée, déjà, il faut choisir de où on va partir pour construire l'application. On dit montrer qu'ils sont homéomorphes, ça pourrait être montrer l'existence d'une bijection, mais on ne l'expose pas. Ici, on va essayer de l'exposer parce que on n'a pas les outils d'analyse qui nous permettent de montrer l'existence d'une fonction, donc ça va être compliqué. On n'est pas dans l'analyse réelle, on est plus sur de la topologie, donc on va essayer d'exposer à quoi pourrait ressembler ce type d'application. Déjà, on choisit le sens. Est-ce qu'on part de E vers B? Donc ça consisterait d'où à réduire les vecteurs pour les mettre dans la boule. Ou est-ce qu'on part de la boule et entre guillemets, on l'étire pour la mettre dans E? Je pense peut-être qu'il y a un moyen de faire dans l'autre sens. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi de partir de B et d'aller vers E. C'est-à-dire que comment je me suis imaginé la situation, c'est que j'ai ma boule et le but, c'est de l'étirer pour rattraper tous les vecteurs de l'espace. Donc un vecteur de norme 1,5, je vais envoyer sur un vecteur des normes plus hautes, un vecteur de norme 1 quart sur 1,5, c'est un exemple, mais c'est comme ça que je me le suis imaginé. Donc on passe à la première idée. Ce qui est dans cet exercice, du coup, c'est de considérer la norme. Vu qu'on est dans l'idée d'étirer les vecteurs, on va choisir une application qui stabilise toutes les droites. C'est-à-dire que si on a un vecteur x, il va envoyer sur un même vecteur, enfin un vecteur de même direction, mais qui va être plus ou moins grand. Et je disais, la clé, c'est la norme, c'est-à-dire que vu qu'on veut que cette application soit bijective, en particulier surjective, il faut que les vecteurs de tous les vecteurs de E, quelle que soit leur norme, soient atteints par cette application. Donc il faut, c'est pas, il y a pas de, ça suffit pas.
que l'application qui a x associe norme de phi de x, je renote la norme comme ça, c'est plus simple que n, phi de x, et qui part de la boule et qui va dans R+, qu'elle soit surjective. Il y a plusieurs idées, c'est on étire la boule, on choisit les petits vecteurs où on va les envoyer, les grands vecteurs où on va les envoyer. Ce qui est le plus naturel, c'est de se dire, plus on est proche des vecteurs unitaires, plus on va être envoyé très loin. Et plus on est proche de 0, plus on va envoyer sur un vecteur très petit. C'est ça l'idée. Et donc, il faut proposer une équation de de phi de x, ce qui permettra qui nous donnera une piste pour réfléchir. En cas, c'est comme ça que j'ai cherché l'exercice. Et donc, on se dit que petit vecteur, quand on a un petit vecteur, il faut que ce soit envoyé sur un petit vecteur. Donc, il faudrait qu'il y ait un terme en norme de x. Mais il ne faut pas que ça. Il faut que quand on soit très proche de 1, on s'envoie sur des très grands vecteurs. Or, on sait que quand on est très proche de 1 moins norme de x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc, ce qu'on peut faire, c'est diviser par 1 moins norme de x. Voilà. De sorte à ce que si on tend vers 0, on tend, la norme de phi de x tend vers 0, phi de x tend vers 0. Et si on tend vers x tend vers 1, la norme de phi de x tend vers plus infini. Donc on sait que au moins avec si la norme de phi de x c'est ça, on pourra attraper les vecteurs de toute norme. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir les vecteurs de toute norme, il faut avoir les vecteurs dans toutes les directions. Donc à partir de cette expression, on peut se dire que si on propose x associe x sur 1 moins norme de x, on aura ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'en norme, on aura bien ce qui est attendu et le comportement qu'on a intuité. Et en termes de direction, on va attraper toutes les droites. Donc maintenant, on pose ça égale à phi. Et on a juste à vérifier les propriétés qu'on nous demande. Donc j'efface et on vérifie ça. Alors, je vais commencer par la surjectivité et l'injectivité. On peut trouver ça étonnant parce que le plus facile à vérifier, c'est de vérifier que c'est continu. Après, il faudrait vérifier que la réciproque est continue. Mais j'intuite que commencer par ça, ça va être plus agréable. Parce qu'une fois qu'on a compris pourquoi c'est surjectif, pourquoi c'est injectif, c'est très facile de comprendre. Enfin, déjà, continu, on est d'accord que c'est OK. Ça va être très facile de comprendre pourquoi la réciproque va être continue. Donc, l'idée, c'est je prends un vecteur y dans E quelconque, et je vais savoir quel vecteur je dois prendre dans la boule pour envoyer sur y. Ça, c'est pour la surjectivité. Après, pour l'injectivité, on va voir que ça découle directement. Donc, il faut attraper des vecteurs dans la boule qui sont dans la même direction que y, parce que j'ai dit que les vecteurs, on les garde dans la même direction. Si on a un vecteur qui est comme ça, le vecteur sur lequel il va être envoyé va être, je vais faire en couleur pour que ce soit lisible, il va être cette forme. Voilà, on dirait une boussole, mais c'est la manière dont... Voilà, ça ressemble un peu à une boussole, mais vous avez compris l'idée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà attraper les vecteurs qui sont dans la boule de la même direction que y. Donc, on va pour un réel lambda qui est dans 0, 1. Je peux autoriser lambda à être à 0. Vous allez comprendre l'utilité de lambda. Je pose y lambda. C'est le vecteur de même direction que y, mais de norme lambda. Donc, comment on fait ça? Je mets y sur sa norme. D'ailleurs, je prends un y non nul parce que, évidemment, vu l'application qu'on a posée avant, que je rappelle ici, x associe x sur 1 moins norme de x. Vu l'application qu'on a posée avant, phi de 0, c'est envoyé sur 0, et si on est non nul, on n'est pas envoyé sur un vecteur nul. Donc, on a juste à vérifier que si on prend n'importe quel y dans E, il est atteint par phi une seule et unique fois. Donc là, on a bien un vecteur de norme 1, là, norme lambda, là, norme 1. Ça, c'est exactement le vecteur de même direction que y est de norme 1, et on multiplie par lambda, qui est un réel positif. Et donc, imaginons, si on a un gros vecteur y comme ça, y lambda, ça va être tous les vecteurs qui sont de cette forme. Et ça, imaginez, ça, c'est le grand y, ça, c'est dy lambda. Et donc, je vais calculer phi de y lambda, parce que je cherche un y lambda qui va être envoyé sur y. Alors, je regarde ici, j'ai y lambda sur 1 moins norme de y lambda, 1 moins norme de y lambda, norme de y lambda, c'est lambda. Donc ça fait y lambda sur 1 moins lambda, c'est-à-dire lambda sur 1 moins lambda,
porté par fois y sur norme de y. Et donc, il faudrait, pour que envoyer y lambda sur y, il faudrait que ça vaille 1. Un petit moment, exactement. Et donc, si on veut que ça vaille 1, il faudrait que cette petite partie, on enlève ça, vaille norme de y. Or, l'application qui va de 0,1 à valeur réelle, qui a lambda associe lambda sur 1 moins lambda, elle est continue avec limite, je l'appelle f, limite de f en 0, c'est 0, limite de f en 1, c'est plus infini. En fait, d'ailleurs, avec l'application f, on reconnaît en fait la manière dont on a cherché norme de phi de x au début. Le lambda sur 1 moins lambda, de sorte à avoir ces limites-là. Et on a bien une application continue, du coup, on sait que par le théorème des valeurs intermédiaires, on est sûr que norme de y est atteint par cette application. Et donc, on a juste à choisir un lambda qui convient, et ça nous donne un y lambda qui convient, c'est-à-dire qui est envoyé sur y. Maintenant, l'unicité. Montrer que ce y lambda est unique, ça revient à montrer que phi est injective. Pourquoi déjà, on a montré la surjectivité, et si on arrive à montrer que ce y lambda est unique, ça prouve l'injectivité parce que tous les vecteurs sont envoyés sur des vecteurs de même direction. Et donc, si on arrive à montrer qu'il y a un unique vecteur de même direction que y qui est envoyé sur y, alors ça prouvera que phi est injective. C'est encore la manière dont on a construit. Or, ça découle encore de ça, parce que cette application, en plus d'être continue et donc pouvoir utiliser des termes intermédiaires, elle est dérivable de dérivées strictement positives, donc elle est strictement croissante, en particulier bijective. Donc on sait par termes intermédiaires qu'en plus d'exister cette solution de f de y, f de lambda égale la norme de y, elle est unique. Et donc ça nous donne un unique y de lambda, et ça montre que cette application est injective. Donc, il nous reste juste à montrer la continuité et que la réciproque est continue, et on le fait tout de suite. Et donc, la fin de l'exercice avec la continuité. L'application kx associe norme de 1 moins norme de x est continue, parce que la norme est continue. Et évidemment, attention en topologie, lorsqu'on parle de continuité, c'est toujours par rapport à un espace muni d'une norme. Et donc, si on change la norme, on n'a plus la même notion de continuité. Ici, on a un espace qui n'est pas forcément de dimension finie dans l'énoncé. Donc, il n'y a pas équivalence des normes. Donc, on veut pas. Donc, lorsqu'on parle de continuité, on parle dans l'espace normé E muni de n. Ici, j'ai noté avec les doubles barres. Ça, c'est important. Ici, il n'y a pas de piège, mais c'est important à le savoir parce qu'il y a des moments où il faut faire attention en dimension infinie. Donc, elle continue, elle s'annule pas. Donc, son inverse est continue sur la boule unité. L'application kx associe le couple G2x est continu, parce que chacune des composantes est continue. Et l'application qui consiste à faire la multiplication par un scalaire, elle continue dans l'espace de Curl normé. Ici, j'ai mis K, c'est le cas général, un corps K. Ici, c'est un réel, donc le corps ce serait R, et elle continue. Donc, par composition de ces applications, l'application qui est phi, qui est exactement la multiplication de x et de g de x, elle est continue. Donc continuité de phi, pour montrer que c'est un homéomorphisme, il ne nous reste plus que donc que ce soit réciproque continu. On a déjà montré que c'est bijectif puisque c'est surjectif et injectif. Donc je prends un y non nul. L'intérêt de ce qu'on a fait tout à l'heure, en cherchant l'image par surjectivité de manière explicite, c'est qu'on a une expression explicite de phi moins 1 de y. C'est le y lambda dont je parlais tout à l'heure. Donc lambda sur x, y sur norme de y, où le lambda, je le connais, c'est f moins 1 de y. Avec f, la fonction qui est à lambda associe lambda sur 1 moins lambda. Et donc, phi moins 1 est continu sur la boule privée de 0, parce que f moins 1 est continu. Pourquoi f continue sur l'intervalle, donc de réciproque continu, c'est le résultat que j'ai rappelé en début de vidéo. Et donc f moins 1 est continu. Donc, vu que la norme est aussi continue,
exactement comme on l'a fait ici, par continuité d'opération. Ça, c'est des choses à l'oral, faut aller vite, faut être précis, mais faut aller vite. Je pense, en tout cas. Donc, c'est continu sur la boule privée de 0, et je vérifie la limite en 0. Pour ça, je regarde l'expression de le comportement de f-1 à 0, parce que c'est ça qui va jouer. Pourquoi? Parce que là, j'ai un vecteur qui est toujours unitaire, même lorsque y s'approche il est très proche de 0. Et donc, limite lorsque f tend vers, limite lorsque x tend vers, lambda tend vers 0 de f, c'est 0. Donc, c'est-à-dire que limite lorsque x tend vers 0 de f-1 de x, c'est aussi 0. J'ai ici mis des couleurs pour que vous compreniez l'association qu'il y a. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir, donc je vais soulever légèrement le tableau. J'ai mis des couleurs. Pourquoi? Parce que les zéros n'ont pas le même sens. Voilà. Et donc, ça tend vers 0. Ici, ici c'est borné, donc ça tend vers 0 par produit. Et on a que ça tend exactement vers phi de 0. Phi de 0, c'est 0. Donc, phi moins 1 de 0, c'est 0, encore une fois. Et donc, ça tend vers phi moins 1 de 0. Donc, c'est continu. Donc, voilà pour ce premier exercice. Il n'est pas très compliqué, mais l'idée est intéressante. Le raisonnement intéressant, je trouve. C'est un exercice de base, je pense, en topologie, le niveau, mais qui est quand même intéressant pour ce qu'on y aborde. On va passer à un exercice où il y a un tout petit peu plus d'idées, mais qui est quand même qui est très classique et à connaître. Donc à tout de suite. Alors voici l'énoncé de ce second exercice, qui est un extra très classique, qui s'appelle le théorème du point fixe. On se place encore dans un espace vectoriel normé, E une norme, qu'un compact non vide pour que ce soit intéressant. Et on a une fonction f qui va de k et qui part de k et qui va dans k, donc elle a l'heure dans k. Une appli qui est contractante, dans le sens où si elle prend deux vecteurs distants d'entrée, elle rapproche les images par rapport à la position relative de x et de y. Et on va montrer que cette application admet un unique point fixe, je rappelle, c'est-à-dire f de x égale x. Et donc là, l'hypothèse la plus importante de l'exercice, c'est le fait que K soit un compact, et donc on va pouvoir en dire des choses. Donc j'écris le début de la solution et je vous explique la démarche. Donc une des premières idées naturelles, c'est de poser une application qui a un x du compact associe la différence entre f de x et x en norme. Pourquoi? Parce que l'objectif de cet exercice, finalement, c'est de montrer que cette application s'annule au moins une fois sur le compact K. Ce qui est intéressant, c'est que cette application, elle est continue sur un compact, donc elle atteint un minimum sur le compact. Théorème des bornes atteintes, une application continue sur un compact est bornée et atteint ces deux bornes. Bornes. Donc le but, c'est de montrer que ce minimum, il est forcément nul, par absurde. Donc maintenant qu'on a démarré cette démonstration par absurde, je suppose que G de alpha est strictement positif, soit il est nul, soit il est strictement positif, ça va dans un plus. Et je considère G de f de alpha. Pourquoi je considère ça? Parce que ça va me donner un f de alpha moins f de alpha. Donc quelque chose qui va nous permettre d'utiliser étoile. Ensuite, j'utilise étoile. Je ne l'ai pas écrit, mais f de alpha est différent de alpha. Pourquoi? Parce que norme G de alpha strictement positif, c'est-à-dire que norme de f de alpha moins alpha strictement positif, c'est-à-dire que le vecteur f de alpha moins alpha est non nul par séparation. Donc ils sont différents. Donc f de alpha est différent de alpha. Donc je peux utiliser la propriété étoile, ce qui me fait apparaître directement G de alpha. Ça me donne G de f de alpha, avec ça qui appartient à K, qui est strictement plus petit que G de alpha, qui est le minimum de G sur K. C'est totalement absurde. Le minimum, il est plus petit que toute valeur atteinte par K, au moins avec une égalité normale. Et là, il y a une égalité stricte dans le mauvais sens, donc c'est clair que c'est absurde. Voilà, ça c'est la première question de l'exercice. Il y a une autre question qui consiste à montrer quand on fait une suite itérée. Pourquoi? Parce que f va de k dans k, donc on peut prendre un élément de k, regarder f de x, puis regarder f carré de x et continuer à appliquer f vu que ça reste dans k. Et la seconde question consiste à montrer que si on prend un élément quelconque de k et qu'on fait cette suite récurrente, alors on converge vers le point fixe. D'ailleurs, là on est d'accord, on a montré qu'ils sont dans un point fixe. Pourquoi? Par absurde, je supposais que ce minimum était non nul. J'ai montré qu'il ne peut pas être strictement positif, donc il est égal à 0, ce qui me donne f de alpha égale alpha par séparation. Donc on passe à la deuxième question, même si je ne l'avais pas écrite. Première idée
qui ressemble à celle qu'on a vue dans la première question. C'est, une fois qu'on a défini la suite, de remarquer que la suite des normes de alpha moins un est décroissante. Pourquoi? Il suffit d'appliquer étoile, d'utiliser que alpha c'est f de alpha, un c'est f de un-1, et d'utiliser directement étoile, ça donnera la décroissance de cette suite. Or, elle est positive, donc minorée. Donc, décroissante minorée, elle converge, théorème de la limite monotone, vers un réel L positif ou nul. Et ce qu'on voudrait montrer, c'est que un tend vers alpha, donc que L égale 0. C'est pourquoi, même idée, on va supposer par absurde que L est strictement positif pour arriver à nos fins. Dernière idée, on a la norme de alpha moins phi de n qui tend vers L. Or, si je regarde alpha moins f de u phi de n, ça me fait apparaître alpha moins phi de n plus 1 qui est plus grand que L parce que c'est la limite de la suite décroissante. Donc, par rapport à ça, la limite et le fait que f soit continu, ça tend vers bêta, donc ça tend vers f de bêta par continuité de f, et par continuité de la norme, tout ça tend vers alpha, norme de alpha moins f de bêta, qui est plus grand que L. Or, L, c'est alpha moins bêta. Pourquoi? Parce que la définition de L, c'est la limite de cette suite avec ça qui tend vers bêta. Donc ça me donne f de alpha moins f de bêta en norme plus grand que alpha moins bêta. Donc d'après étoile, on ne peut pas avoir alpha différente bêta, parce que lorsqu'on a alpha différente bêta, d'après étoile, on aurait l'égalité stricte dans ce sens, ce qui n'est pas le cas. Donc ça montre bien que la suite un tend vers alpha. Ce qui est l'unique point fixe de f. J'ai pas justifié tout à l'heure que c'était l'unique point fixe, il suffit juste d'utiliser étoile, de supposer qu'ils sont distants, et si on suppose qu'ils sont distants, disons que si les deux c'est alpha et alpha prime, ça nous donnerait f de alpha moins f de alpha prime strictement plus petit en norme que norme de alpha moins alpha prime. Or ça c'est égal à alpha, ça c'est égal à alpha prime, donc ça fait 0 strictement plus grand que 0. D'où l'absurdité. Voilà pour cet exercice important, exercice plutôt classique. Il y a des hypothèses qui permettent de simplifier les choses. Par exemple, il y a la définition contractante là où c'est strictement plus petit. Il y a aussi une définition qui consiste à dire que c'est K ellipticien avec K en 0, 1. Une définition qui est plus forte. C'est-à-dire que si on est K ellipticien, alors on a cette définition avec K dans 0, 1. Par contre, si on a cette définition, on n'a pas forcément K ellipticien avec K dans 0, 1. Donc voilà, si on arrive à faire ça déjà, c'est toutes les idées les plus intéressantes de ce type d'exo en topologie. On passe à un exercice plus compliqué type ENS. Je pense que je vais tourner le tableau pour avoir un peu plus de place. Et je vous dis à tout de suite. Voilà. Voici un exo plus compliqué qu'on pose aux oraux de l'ENS Saclay et de Rennes. On prend un entier naturel n non nul, M une matrice inversible à coefficient réel, et on s'intéresse à l'image de M, l'image des vecteurs à coefficient entier par M, donc la matrice, les MX. Première question, montrer qu'un tel groupe, ça va être très compliqué. Et deuxième question qui va être un peu plus ardue. Donc juste pour imaginer ce que ça veut dire, c'est si on a M égale N par exemple, c'est Zn en fait. Imaginez, c'est tous les points du plan à coefficient entier. Si on a une autre matrice, c'est un peu dévié, mais il y aura une petite structure. Je vais reprendre les points comme ça pour que vous voyez bien. Mais on sent déjà que c'est pas un ensemble qui est dense. Et il y a des trous entre guillemets. Après, il faut réussir à le traduire avec ce qu'on sait. Et c'est un peu l'enjeu de cet exercice. Il y a une dernière question qui est un peu plus compliquée, je pense en tout cas, et je vous la dirai ensuite. Je ne l'ai pas encore résolue. Et comme ça, si vous avez des propositions, vous pourrez me les donner en commentaire. Donc, je rédige juste le début, la partie sous-groupe. Enfin, en fait, la partie sous-groupe, je vais même la justifier directement. Sous-groupe, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Que c'est non vide, donc le plus simple c'est de vérifier que 0 est dedans, c'est le cas. Que c'est stable par différence. D'habitude on vérifie somme puis stable passe à l'opposé. Mais là, différence c'est direct et ça permet de montrer ça un sous-groupe. Ou autre possibilité, c'est de dire que l'application qui a un vecteur de Zn associe un vecteur x de Zn associe mx et un morphisme de groupe de Zn muni l'addition dans Rn muni l'addition. Et donc que E c'est phi de Zn, c'est l'image de phi. Plusieurs possibilités, je pense pas que c'est l'enjeu de l'exercice,
peut-être que ça peut aider pour la question B, qu'on peut l'utiliser. Moi, je ne l'ai pas utilisé dans la question B, mais ça peut aider dans le sens où on a une bonne caractérisation des sous-groupes de R+. Peut-être que ça peut aider pour l'adapter dans RN. Donc s'il y a des gens qui ont des idées là-dessus pour résoudre avec cette manière, ça m'intéresserait beaucoup. Donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'ai rédigé pour la petite boule. Et je rappelle l'énoncé de la question B. On minimise cette fois-ci E d'une norme et on va montrer qu'il existe un petit rayon strictement positif tel que toute boule de rayon R contienne au plus un seul élément et un grand R qui est plus grand que le petit r tel que toute boule de rayon grand R contienne au moins un élément de E. Comment faut l'imaginer? Par exemple dans le plan de Zn, vraiment ça va vraiment aider à réfléchir de se placer dans ce cas simple. Et c'est un peu souvent ce qu'il faut faire pour trouver des idées, parce que faut pas rester planté là, faut chercher, même si parfois l'exercice est très compliqué, mais au moins ça permet de proposer des choses. Alors là, imaginez que là, les vecteurs sont tous espacés de, enfin les points les plus voisins sont espacés de 1 sur mon petit dessin, parce que vous arrivez à bien voir. Donc si je prends une boule de rayon plus grande que 1, je suis sûr de tomber sur un élément de Zn. Je suis sûr. Et inversement, si je prends un rayon qui est strictement plus petit que 1, je suis sûr que je peux pas avoir plus de 2 vecteurs dedans. Pourquoi? Parce que la distance minimale entre deux points de Zn, c'est 1. Donc si je prends une boule de rayon plus petite que 1, je ne pourrais pas rencontrer 2 vecteurs. Sinon, ça voudrait dire que je pourrais rencontrer 2 vecteurs qui, dans la distance relative, les plus petites que 1. Or, c'est l'inf. L'inf, c'est 1. C'est pour ça que, naturellement, on est amené à poser R égale l'inf des distances entre les vecteurs de E, les vecteurs distincts. Évidemment, sinon on a 0, il n'y a pas d'intérêt. Ça peut se traduire facilement avec Zn, parce qu'il y a une bijection entre E et Zn, vu que M est inversible, avec x différent de y, encore une fois. Donc, premier truc, c'est ce qui m'intéresse directement, c'est montrer que R est strictement positif. Pourquoi? Parce que si j'arrive à montrer que R est strictement positif, on aura gagné. C'est ce qu'on voudra. Alors, encore par l'absurde, c'est un raisonnement qu'on a déjà vu dans l'exercice précédent. Souvent, lorsqu'on veut minimiser des choses, montrer un minimum, etc., il y a des quantités qu'on va montrer qui sont nulles, c'est parce que c'est plus facile de montrer qu'une quantité est nulle. Et dans cette situation, on fait par l'absurde, on se dit, et on trouve des arguments topologiques qui vont faire que le fait que cette quantité ne soit pas nulle soit absurde, ou le fait que cette quantité soit nulle au contraire. Je vais peut-être mettre là pour que vous me voyez bien. Voilà. Donc je prends xk, yk, une suite de points de Zn, tels que, je suppose que R égale 0, tel que m de xk moins m de yk tend vers 0 en norme, et les points sont xk et yk sont toujours distincts. C'est une suite de couples. Donc en fait c'est Zn carré puissance n. Petit dérangement, on reprend. Donc une suite de points tels que leurs images par m se rapprochent, aussi proches que l'on veut, mais les points sont toujours distincts. Et pourquoi ça va être absurde? C'est comme ça qu'il m'a dit sur la voie. Pourquoi ça va être absurde? Ça veut dire qu'il se rapproche du guerre. Quand je factorise par m, m de xk moins yk tend vers 0. Donc c'est-à-dire que xk moins yk s'approche du guerre, logiquement. Tandis qu'ils sont toujours distincts. Et si j'ai deux vecteurs à coefficient entier qui sont toujours distincts, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment écartés. Vous voyez là, j'imagine comme ça. C'est pas dense, c'est-à-dire qu'on peut pas, même s'ils sont distincts, ils peuvent pas se rapprocher aussi proche que l'on veut. C'est-à-dire il y a un mur entre eux qui les sépare et on peut pas être aussi proche du mur. Le mur, ça va être entre guillemets le R. Et donc xk moins yk, c'est m-1 fois cette quantité-là qui tend vers 0. Je me sers de ça. Par continuité du produit matriciel, ça tend vers 0, donc ça tend vers m-1 fois la matrice nulle, donc fois le vecteur nul, donc 0. Donc xk moins yk tend vers 0. Or, c'est des points de Zn. Des points de Zn, comme j'ai expliqué. Je prends la norme infinie. La norme infinie, c'est le max des écarts. Le max des écarts, il est plus grand que 1. Il y a forcément deux coordonnées qui sont distinctes, vu qu'ils sont distincts tout le temps. Deux coordonnées qui sont distinctes et qui sont entières, donc leur écart est plus grand que 1. Donc ça donne ça en norme infinie. Or, donc c'est-à-dire la norme infinie est minorée par une constante strictement positive. Par équivalence des normes en dimension finie, on est sur Rn, ça implique que c'est le cas pour la norme qu'on s'est fixée dans l'exercice. L'exercice, on a pris une norme que j'ai pas notée, c'est la double barre. Et ici, j'ai choisi de prendre la norme infinie parce que c'est plus simple. Mais l'équivalence des normes permet de dire que ce qu'on a fait ici, ça marche pour la norme qu'on s'est fixée dès le début de l'énoncé. Donc c'est absurde.
Donc, ça veut dire que R c'est rectangle positif. Et là, j'ai pas besoin une fois qu'à l'oral, je pense pas qu'il y a besoin de justifier que pourquoi il y a R c'est rectangle positif, pourquoi cet R-là convient bien. J'ai expliqué dès le début pourquoi, comment chercher ce R-là. On comprend bien qu'avec ce R-là, si on ne peut pas, par l'absurde, encore une fois, on peut pas avoir deux éléments qui sont dans une boule de rayon R, deux éléments de E. Ce sera absurde par construction de R. On passe à la grande boule qui a donné un tout petit peu plus d'idées, mais ça va ressembler à ce qu'on a fait ici avec la petite boule. Ah oui, d'ailleurs, j'avais défini un inf, il existe bien, pourquoi? Parce que c'est un inf de normes, les normes elles sont toujours positives, donc l'ensemble des normes est minoré, donc je peux prendre un inf qui va être positif ou nul. On passe à la grande boule, où on va développer le même type d'idée. La grande boule, il faudrait que j'ai au moins deux éléments dans chaque boule de ce rayon-là. Donc ça voudrait dire que euh, on va regarder sur ce schéma-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir au moins deux éléments? Il faudrait déjà que je sois plus grand que la distance entre deux voisins. Ça, c'est un minimum, parce que sinon, on a vu, sinon, on crée exactement la boule qu'on a créée avant, la petite boule. Donc, comme ça. Et il faudrait que ça marche pour partout où je me place. Partout où je me place, il faut que je sois plus grand que la distance minimale entre deux voisins. Mais justement, ce partout, il veut dire que il faut que je prenne l'inf à chaque fois pour chaque valeur. C'est-à-dire que, imaginons un plan qui soit moins régulier. Disons comme ça. C'est-à-dire que ici, j'ai une distance qui est minimale, plus proche voisin pour ce point-là. Pour ce autre point-là, j'ai distance minimale à un voisin. Et pour que ça marche pour toute boule, il faut que le rayon, je ne sais pas s'ils arrivent à bien voir, il faut que le rayon de le rayon de la boule qu'on choisit, il soit plus grand que toutes ces petites distances au plus proche voisin. Donc du coup, comment je formalise? Ça, c'est ce que j'appelle les distances au plus petit voisin. Si j'ai un point X, la distance au plus petit voisin, c'est je fais l'inf sur les autres vecteurs. Et ça, on a déjà vu que ça existe. Par les mêmes arguments, on pourrait montrer que ça existe. Et même sans refaire, on pourrait utiliser ce qu'on a fait avant pour minorer cette quantité, il n'y a pas de problème. Le sup. Ensuite, je prends le sup. Encore faut-il montrer que ce sup existe. Je sais pas si vous voyez. Ah, là, le reflet est parti. Parfait. On va montrer que ce sup existe sur x dans E. Donc ça revient à montrer que cet ensemble-là, l'ensemble des distances aux plus petits voisins, des plus petites distances, donc l'ensemble des distances aux plus proches voisins, est majoré. Donc encore une fois, par l'absurde. C'est puissant la démonstration par l'absurde en topologie. Si on analyse, ça peut partout, mais il y a des moments où, surtout quand on fait l'effort de chercher quelque chose qu'on n'a jamais cherché, c'est beaucoup plus facile de faire par l'absurde. Quand les choses nous paraissent évidentes, mais pour autant il y a quand même un argument à écrire, souvent ça peut être utile. Donc j'écris par absurde ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire que pour tout A strictement positif, je pourrais trouver un vecteur x dans Zn tel que la distance au plus proche voisin entre mx et my soit plus grande que a. Et donc je vais utiliser un outil qui est très puissant, enfin pas puissant mais qui est utile pour passer là aux images et revenir au vecteur, c'est la norme subordonnée. Lorsqu'on a une norme sur Rn, on peut définir une norme subordonnée. On va dire soit une norme comme ça sur Rn, je la note comme ça. On peut définir une autre norme, et souvent on dit norme triple sur les matrices. Plus précisément, quand on en parle d'honomorphisme, c'est les honomorphismes continus. En dimension finie, ils sont tous continus parce qu'ils sont linéaires. Et donc, norme triple de M, ça va être le sup pour les x dans Rn de norme de mx dans Rn sur norme de x pour les x non nuls. Et on peut aussi dire de manière équivalente, là c'est pour les x non nuls, on peut aussi dire de manière équivalente, je ne sais pas si vous voyez totalement, peut-être vous montrer directement, voilà. Et on peut aussi dire de manière équivalente que c'est le sup sur les vecteurs x unitaires, et dans ce cas-là, ça part, c'est juste norme du, ça aussi ça part.
Et on se retrouve juste avec le sup pour sur la boule unité, sur le cercle unité des normes de MX. La norme de MX avec la norme de Rn. Donc c'est la norme subordonnée à celle qu'on a posée sur Rn. Ici, ça nous permet de passer à Rn. Pourquoi? Parce que avec la définition qu'on en donne, on a un lien très agréable. C'est qu'on sait que pour tout x, y, norme de m mon x, norme c'est plus grand. Je voudrais pas me tromper. Non. C'est plus petit, oui. Non, ça marcherait pas. C'est plus petit que la norme subordonnée fois la norme de x moins y. Norme subordonnée fois norme du vecteur qui est associé. Ici. Et donc, vu que c'est plus petit, ça veut dire qu'en passant à l'inf, c'est plus petit que ça fois l'inf de ça. Et ensuite, ça nous donne cette assertion nous donne une autre assertion, mais cette fois-ci qui porte directement sur les vecteurs dans Zn. Donc, je fais une petite pause et je la réécris. Voilà, ça me donne cette assertion en virant la norme triple, qui est strictement positive. Ça me donne qu'on a la même assertion, donc au début c'était sur l'ensemble des primes majorées, mais on l'a dans Zn. Et là, ça nous paraît totalement absurde. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que dans Zn, je peux trouver des points qui sont aussi éloignés que l'on veut de tous ses voisins. Mais alors ça, c'est totalement absurde. Dans Zn, ils sont tous éloignés de 1. Leur plus proche voisin, il est à distance 1. Donc, ça vaut tout le temps 1. Donc, en prenant l'un, ça vaut tout le temps 1. Donc, c'est impossible que cette suite, que cet ensemble-là soit non majoré. Et donc, c'est absurde, et ça nous donne que R existe. Ensuite, une fois qu'on prend cet R-là, ça convient parfaitement à les mêmes justifications qu'on a faites pour la petite boule. On l'a construit pour ça, et ça nous permet d'avoir minimum 2 éléments. Par l'absurde, s'il y avait moins de 2 éléments, ça contredirait à la définition de grand R. J'écris la dernière question. Encore une fois, vous avez vu, quand on est sur des raisonnements qui sont compliqués, avec plusieurs hypothèses, le raisonnement par absurde quand même permet de simplifier les choses quand on fait un raisonnement par absurde, on se rend compte qu'est-ce qui fait vraiment marcher les choses. Ici, ce qui fait marcher les choses, c'est que Zn n'est pas du tout dense et que la distance entre des voisins est majorée par une constante strictement positive, minorée par une constante strictement positive. J'écris la dernière question. Voilà cette dernière question. On considère A, B et delta des réels strictement positifs et on pose F l'ensemble des x dans Z tel qu'il existe un y dans Z tel que variable absolue de ax plus by plus petit que delta et on veut montrer qu'il existe un L strictement positif tel que tout intervalle de longueur L rencontre F. Autrement dit, comment interpréter cet ensemble? J'ai pas encore résolu mais je donne comment j'interprète l'énoncé. C'est les points tels que on peut revenir à l'origine en faisant des petits pas de A et de B. C'est-à-dire qu'on part de 0, on fait des petits pas de A et on en fait x avec x un entier, c'est logique. Donc là, imaginons x négatif. Donc on revient, on arrive à moins 3a pour x égale 3. Et on veut savoir s'il existe un y tel qu'on peut revenir à delta, on peut être proche de 0 à delta près en faisant des pas de bêta, des pas de B. Donc, voilà, moins B, moins B, moins B. Là, imaginons c'était un Y positif, strictement positif. Les signes sont logiques. Donc, c'est ça la question. Et on prend X, l'ensemble des points tels que c'est possible de revenir aussi proche. On veut pas forcément revenir en 0, mais on dit on revenir proche de 0 à delta près. Et on veut montrer que cet ensemble, finalement, il est entre guillemets distrait dans le sens où il y a une distance maximale au plus proche voisin. Ça regroupe les idées qu'on a déjà vues dans la question B, mais on est en space dans Z. Je ne sais pas encore s'il y a un lien direct avec ce qu'on a fait en question B, donc je vais le chercher, et je suis impatient de savoir si vous avez des idées à proposer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce principe vous a plu. Ça m'a pris un peu de temps de tout faire, de tout réécrire, même si ces exos que vous avez déjà vus. Ça m'a permis un peu de réviser pour le théorème du point fixe.
Donc voilà. Je sais pas si j'en ferai d'autres parce que ça va me prend du temps, mais après je pense que c'est quand même utile. Vous me direz ce que vous en pensez. Et j'espère que vous avez pu bien lire parce qu'il y a un peu de reflet. Donc j'espère qu'au moins les explications orales permettent de pallier. Et aussi je fais beaucoup de changements de rythme parce que souvent je dois effacer. C'est pour ça que j'ai changé la place du tableau. Souvent je dois effacer parce que j'ai pas la place. Ou alors parce qu'il faut que je retrouve une idée. Donc voilà, c'est pas facile, c'est rare que je le fais. Enfin, je l'avais fait des modes de base de Overstrass, mais c'était vraiment, vraiment avec les moyens du bord. Là, c'est toujours avec les moyens du bord, mais un peu plus élaboré. Peut-être que c'est un peu mieux, vous me direz. Bref, je vous souhaite une très bonne semaine. Travaillez bien. Et je vous dis à la prochaine, c'était bien.